Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la Maison du développement durable. On est très, très heureux de pouvoir accueillir cet événement de la lutte au changement climatique, les objectifs de développement durable comme levier d'action. En ce moment, on vient de terminer la COP 27, il y a la COP 15, donc on est en plein dans le sujet. C'est vraiment, encore une fois, essentiel d'en discuter tout le monde ensemble et d'apporter des pistes de solutions. J'aimerais remercier le CIROD et également le comité étudiant du CIROD d'avoir organisé ce panel en collaboration avec la Maison du développement durable. Je remercie également notre partenaire principal de programmation qui est Hydro-Québec. Et sans plus tarder, je vous présente Valentina Bock, directrice des opérations du CIROD, pour vous présenter la suite. Bon événement. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour aussi ici devant et dans vos bureaux et à la maison, confortablement assis. Alors, Valentina Bock, directrice des opérations, le CIROD, Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Nous sommes extrêmement heureux de soutenir cette initiative étudiante, vraiment d'étudiants et d'étudiantes engagés contre la lutte au changement climatique. Donc, bravo. C'est un comité étudiant qui, dans la dernière année, ont vraiment agi de différentes façons, ont apporté différentes actions pour sensibiliser quant aux objectifs de développement durable. Et franchement, je vous remercie d'organiser aujourd'hui cet événement qui va être un superbe espace d'échange, de discussion. Et vous avez réussi aussi à mobiliser, en fait, des experts et expertes de renom qui vont, je suis certaine, nous animer, nous enrichir dans cette perspective qu'est la lutte au changement climatique. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Riyad Mestiri, qui va faire cette première partie de la soirée. Et ensuite, vous serez introduit au panel. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Donc, moi, c'est Riyad Mestiri, je suis le coordonnateur en fait, du réseau étudiant. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous, pour tous ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. Donc, pour vous présenter brièvement en fait, l'événement, ça va se dérouler en deux parties. Il y aura une première partie présentation, on va revenir un peu sur le cadre des objectifs du développement durable, pour ceux qui sont familiers, pour ceux qui ne le sont pas non plus. Et par la suite, on va passer directement au panel avec notre discussion et notre débat autour de l'action climatique. Donc, merci tout le monde et on va débuter directement avec la présentation. Donc, en fait, pour introduire les objectifs du développement durable, j'ai décidé de commencer un peu par le contexte développement durable, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a adopté ce concept de développement durable. Et finalement, on peut le contextualiser par notre réalité actuelle, c'est-à-dire que depuis dernièrement, on est arrivé à 8 milliards d'habitants dans le monde. On fait face à des enjeux extrêmement complexes, que ce soit au niveau de l'environnement, des sociétés, ou encore de l'économie. On peut parler notamment de la croissance urbaine, de l'urbanisation en fait, de la population, des enjeux de pollution atmosphérique, des enjeux par rapport à la biodiversité, l'acidification des océans et encore d'autres enjeux. Donc finalement, le développement durable, ce qu'il espère ou ce qu'il aspire à faire, c'est comment combiner cette complexité, comment combiner tous ces enjeux pour penser à un monde plus durable, inclusif et juste pour tout le monde. Comment essayer de prendre en considération en fait, cette complexité et tous ces enjeux interconnectés. Donc, à partir de là, je vais essayer d'introduire le cadre d'action en fait, des ODD. Donc finalement, en fait, les objectifs du développement durable, c'est un cadre d'action, c'est comment, on va dire, opérationnaliser le développement durable, comment arriver à des objectifs communs face à des réalités qui nous touchent tous, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'organisation, en tant que gouvernement, mais à échelle aussi mondiale. Donc finalement, si on l'aborde selon une question chronologique, on voit en 1972, avec la conférence de Stockholm, c'est la première fois que le concept de développement durable est évoqué. Donc, ça débute en 1972 avec la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. En 1987, c'est là, avec le rapport Brundtland, pour ceux qui sont un peu familiers à ce rapport-là,
et conceptualiser le développement durable. Excusez. Donc, on arrive là avec la définition que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Donc, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Après ça, il y a eu d'autres définitions, mais là, c'est là qu'on introduit cette définition du développement durable. En 1992, avec Rio, on arrive à l'agenda 21. L'agenda 21, c'est le premier plan d'action autour du développement durable. Ce plan d'action, il est orienté vers les collectivités. Donc, c'est la première fois qu'on se met d'accord autour d'un plan d'action de comment on va essayer d'atteindre en fait ce développement durable. Donc, il introduit finalement cet agenda 21 et les principes de Rio, ils introduisent le langage commun international, un langage commun autour du développement durable. Par la suite, au sommet du développement durable en 2000, viennent les objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire, ils avaient principalement pour objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté et la famine dans le monde. Ils se sont divisés en 8 objectifs qu'on pourra voir par la suite. Mais réellement, en fait, ce que ça apporte aussi, c'est que ça introduit ces indicateurs communs autour du développement durable, c'est-à-dire cette mesure du développement durable. Donc là, on avait l'agenda 21 qui apporte le langage commun à échelle mondiale. Après ça, on arrive à des indicateurs communs à échelle mondiale, ce qui finalement va être le terreau fertile à la création des objectifs de développement durable qui, comme on le verra par la suite, sont plus larges que les objectifs du millénaire, touche plus d'actions. Donc, en 2012, on arrive à Rio plus 20. C'est là que se crée un groupe de réflexion autour des objectifs du développement durable qui ne sont créés qu'en 2015, l'année où se terminent les objectifs du millénaire. Et en 2015, finalement, ça va être une année charnière parce que c'est là que se lancent les objectifs du développement durable à échelle internationale avec un agenda jusqu'à 2030, excusez. On lance aussi le plan de financement du développement durable et des objectifs du développement durable, mais aussi l'accord de Paris sur le climat. Donc finalement, 2015 a été une année extrêmement charnière sur ces questions-là. Donc là, c'est les objectifs du millénaire, c'est finalement ce qui venait avant les objectifs du développement durable. Donc, comme vous le voyez, ce sont 8 objectifs qui visaient principalement les questions de sécurité alimentaire et les questions de pauvreté. Ici, ce sont les objectifs de développement durable. Donc, 17 objectifs pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas. Et comme vous le voyez, en fait, ce sont 17 objectifs qui touchent à un panel, à un arc-en-ciel en fait, de thématiques et d'enjeux extrêmement larges. Donc, que ce soit la pauvreté, la sécurité alimentaire qui font écho à ce qu'on a vu au niveau des objectifs du millénaire, mais aussi à la question de la paix, la biodiversité marine et terrestre, l'innovation, les infrastructures. Donc, c'est un panel d'enjeux et d'objectifs beaucoup plus large avec un ensemble d'indicateurs pour chacun d'entre eux. Une autre manière, en fait, d'aborder ou de comprendre ces objectifs de développement durable, c'est avec ce qu'on appelle les 5 P. Donc, les 5 P, on a personne, on a prospérité, paix, partenariat et planète. Et comme vous pouvez le voir, en fait, avec le petit schéma de droite, chacun des P représente un certain nombre en fait, d'objectifs où on peut catégoriser un certain nombre d'objectifs là-dedans. Ce qu'on retient surtout par là, c'est cette interconnexion entre les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour essayer d'atteindre ce développement durable à une échelle mondiale, mais aussi la diversité en fait, de ces enjeux. Un autre aspect aussi, ou une autre manière d'aborder en fait, ces objectifs, c'est aussi à travers les 6 transformations pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, chaque transformation décrit un enjeu majeur dans la société, une manière d'aborder les ODD et leur transversalité. Donc, finalement, parce qu'il y a différentes thématiques, différentes disciplines qui sont abordées là-dedans, c'est une manière de voir les connexions entre les objectifs du développement durable. Donc, si on prend par exemple la transformation éducation, genre et inégalité, on voit à travers ce schéma les différents objectifs qui viennent toucher cet axe de transformation si on travaille dans celui-ci, par exemple.
Là, pour vous présenter de manière un peu plus détaillée ce que veut dire un objectif de développement durable, là, on va décortiquer avec ce qu'on appellerait l'anatomie en fait, de l'ODD, l'ODD étant l'acronyme. Donc, on a 3 échelles, l'objectif, la cible et l'indicateur. Donc, l'objectif, c'est la vision en quelque sorte, c'est l'avenir que nous voulons, c'est ce qu'on essaierait d'atteindre finalement. La cible, c'est la mission, c'est ce que nous faisons pour créer cet avenir, pour atteindre cet objectif. Et l'indicateur, finalement, ce n'est que la mesure, c'est comment nous savons que nous réalisons l'avenir que nous voulons. Donc avec ça, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, les objectifs du millénaire avaient introduit cette idée de mesure en fait, des performances, finalement, développement durable, pour savoir finalement où est-ce qu'on en est et comment on avance et est-ce qu'on est sur la bonne direction. Donc là, c'est l'ODD 13, donc c'est la lutte contre le changement climatique, celui qui va nous intéresser aujourd'hui au niveau de la discussion qui est présenté et décortiqué ici, mais ça se traduit exactement de la même manière pour les 17 ODD avec 169 cibles et 244 indicateurs de suivi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs du développement durable, c'est un accord. C'est un accord entre les 196 pays en fait, de l'ONU. C'est un accord entre ces pays sur ces indicateurs, sur ces cibles et sur ces objectifs. Il est certain que d'un endroit à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'un pays à l'autre, les réalités ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes et il faut penser à les adapter. Mais ces objectifs-là sont comme l'accord commun et les indicateurs qui les représentent sont l'accord commun entre les 196 pays de l'ONU. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ODD 13. Ici, j'ai voulu vous présenter brièvement, ou vous montrer du moins, en fait, les cibles de cet ODD pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se présente au niveau de cet objectif. Donc, parmi les cibles, on a renforcé la résilience et la capacité d'adaptation aux risques liés au climat et aux catastrophes naturelles. Donc, c'est beaucoup orienté principalement par rapport aux infrastructures et à notre capacité de s'adapter et de prévenir en fait, les catastrophes naturelles. La deuxième cible, c'est intégrer les mesures relatives au changement climatique dans les politiques et stratégies. Donc là, c'est plus au niveau des gouvernements, mais aussi des sociétés, des organisations, comment penser des stratégies pour essayer d'atténuer l'effet des sociétés sur le climat. En troisième cible majeur, c'est améliorer l'éducation et la sensibilisation et les capacités humaines et institutionnelles en matière d'atténuation du changement climatique. Là aussi, un aspect charnière en fait, dans la majorité des objectifs du développement durable, c'est comment transférer ces connaissances et partager en fait, les connaissances par rapport à ces objectifs-là. Finalement, on a les deux dernières cibles qui touchent notamment à la coopération internationale dans la lutte au changement climatique et à la promotion des mécanismes visant à renforcer les capacités de planification et de gestion efficace en matière de changement climatique. Là encore, on est beaucoup sur des contextes de coopération entre pays. Je vais terminer avec cette diapositive pour vous montrer un peu comment les objectifs de développement durable sont utilisés ou peuvent être utilisés. Et pour ça, je vais utiliser un peu l'exemple de la ville de Québec. La ville de Québec, depuis l'année dernière, a choisi en fait, de développer une stratégie de développement durable qui s'est basée sur ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'elle a fait appel à un certain nombre d'experts pour évaluer ces politiques et ces stratégies et évaluer leur avancement par rapport aux ODD. C'est-à-dire qu'elle a utilisé ce cadre-là et les indicateurs qui existent dans ce cadre-là pour mesurer ses performances en fait, pour chacun de ses objectifs. Donc, à partir des performances qu'elle a mesurées, elle a pu penser notamment une stratégie de développement durable qu'elle présente ici. Donc là, ce serait une manière, à l'échelle de collectivité, d'utiliser en fait, les objectifs du développement durable. Un autre aspect, je présente ici un outil qui a été développé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable en collaboration avec la chaire d'éco-conseil de Chicoutimi, qui est la grille de priorisation des cibles des ODD, ce qui est finalement un outil qui peut être utilisé dans la réflexion de projets, que ce soit par des collectivités ou même par des entreprises ou par des associations, pour essayer de penser
quels ODD ou quelles cibles sont à prioriser dans leur démarche et penser des stratégies par la suite. Donc là, ce sont deux exemples pour vous présenter un peu de quelle manière, en fait, on peut utiliser ce cadre d'action. Donc, comme je vous avais dit aujourd'hui, on va discuter autour de l'ODD 13, donc changement climatique. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter nos panélistes aujourd'hui à venir nous rejoindre sur la scène pour pouvoir débuter notre discussion. Et j'inviterai aussi notre animateur, Monsieur Talo Bertrand, étudiant à l'université à l'UQAM et membre du comité étudiant qui viendra animer ce panel. Merci à tous. Merci beaucoup, Riyad. Mesdames, Messieurs les représentants de la Maison du développement durable, Mesdames, Messieurs les cadres et responsables du CIROD, en particulier la directrice des opérations, Valentina Poche, Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues et du comité étudiant du CIROD, chers panélistes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ce mardi 22 novembre 2022, nous nous sommes réunis ici en table ronde au fin de discuter et d'échanger sur la problématique de changement climatique, les objectifs de développement durable comme levier d'action. Vous conviendrez avec moi, depuis la publication du rapport du GIEC en 2021, les scientifiques ont démontré avec beaucoup de preuves qu'il y a un réchauffement à l'échelle de la planète. Et ce réchauffement pourra atteindre, voire même dépasser 1,5 degré Celsius selon l'accord de Paris. D'où il y a nécessité de prendre certaines mesures. Et c'est dans cette optique que plusieurs chercheurs et même d'agents de décideurs ont parlé de ce qu'on appelle de la période de la grande accélération. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter sur la lutte des changements climatiques avec des panélistes de haut niveau et de responsables et à qui nous disons un grand merci pour avoir accepté de venir participer avec nous dans cette table ronde. Il s'agit d'abord de Annie Levasseur, qui est professeure au département de génie de construction à l'ITS. Annie, s'il vous plaît. OK. Deuxièmement, on a Charles Seguin, professeur agrégé au département des sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Il y a Damon Mathieu, qui est professeur au département de géographie, aménagement et environnement de l'Université Concordia. Il y a Isabelle Lessard, qui est chef scientifique à 1.5.ca. Et nous avons Myriam Nouri, qui est coordonnatrice à la recherche au Conseil de l'innovation du Québec. Voilà. Coordonnatrice à la recherche au Conseil de l'innovation du Québec. Comme vous savez déjà, le thème est clair, c'est la lutte au changement climatique, les objectifs de développement durable. Et c'est ce thème-là sur lequel nous allons discuter. Et les cadres ou les panélistes qui sont présents vont nous parler de leur intervention sur le terrain et avec les bénéficiaires ou bien les publics cibles avec lesquels ils collaborent. Et j'aimerais, sur ce point, demander à nos panélistes de bien vouloir nous parler de leurs activités, de leurs travaux sur le terrain et tout en précisant les
différents publics cibles avec lesquels ils collaborent. Et pouvons-nous commencer de gauche à droite ou de droite à gauche? Qu'est-ce que vous préférez? On commence avec... Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Myriam Nouri, je viens, moi, vous parler de la démarche du baromètre de l'innovation. Donc, le baromètre de l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui vise à brosser le portrait de l'innovation au Québec. Donc, pour répondre à deux objectifs, le premier objectif, c'est de fournir une analyse comparative des performances d'innovation, donc mesurer l'innovation, se comparer et mesurer l'évolution, et aussi pallier le manque de données granulaires. Donc, cette démarche, on est mandaté par le MEIE maintenant, donc le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Elle est pilotée par le Conseil de l'Innovation, donc pour lequel je travaille, et on travaille aussi en collaboration avec d'autres organismes tels que la DRIC, le CIRANO, mais aussi le CIROD, avec qui on est aujourd'hui. Donc, cette démarche, pour on peut mettre le contexte des changements climatiques, elle est organisée en 4 thématiques. La première thématique, c'est économie, puis on a main-d'œuvre, nous avons aussi innovation sociale et enfin changement climatique, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Pour le baromètre de l'innovation, nous identifions des indicateurs pour les changements climatiques. Donc, la première mouture du baromètre, elle date de juin dernier. Donc, c'est une démarche qui est assez récente. Et pour la deuxième mouture du baromètre, on souhaiterait intégrer justement les indicateurs des ODD, de l'ODD 13 pour voir ce qui est possible de faire. Donc, on a déjà ces indicateurs-là au niveau du Canada. Et là, on aimerait aller chercher la donnée au niveau du Québec, justement, pour répondre à cette thématique-là. Pour récapituler un petit peu, donc nous, ce que l'on souhaite accomplir, c'est fournir les données pertinentes aux décideurs publics et de manière un petit peu plus générale à l'écosystème d'innovation afin de valoriser en fait la prise de décision éclairée. Voilà. Bonjour tout le monde. Je me présente, Damon Matthews, je suis professeur à l'Université Concordia. Je suis un scientifique en sciences du climat. Je travaille dans ce domaine pour à peu près 20 ans maintenant. Et donc, mes intérêts sont vraiment tout autour de cette ODD numéro 13. Je peux commencer par dire que l'ODD numéro 13, il y a beaucoup plus qui n'est pas dans ces cibles. Tout le UNFCCC, les efforts d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, ils sont autour des ODD. Ce n'est pas écrit exactement dans cette ODD. Donc, le climat, c'est vraiment un enjeu beaucoup plus grand que l'ODD 13. Et c'est important de le souligner, je pense. Donc, à mon côté, mes recherches sont un peu partout au sujet des sciences du climat. Je fais beaucoup de travail au sujet de l'utilisation des modèles de climat pour mieux comprendre les cycles de carbone, les processus du climat, et aussi pour informer les enjeux au niveau politique, les questions de comment sont les targets, les cibles d'émissions au niveau national ou bien au niveau d'une corporation. Comment sont-ils bien alignés ou non aux cibles mondiales qu'on essaie d'atteindre? Mais la réponse en général, c'est qu'ils ne sont pas encore bien alignés. Il y a 5 ans, on a créé une horloge climatique pour se démontrer la progression de réchauffement climatique. Et c'est maintenant que les changements climatiques, le réchauffement du monde, c'est un peu plus d'un degré et un quart au-dessus du niveau du pré-industrie. Et donc, il nous reste moins d'un quart de degré puisqu'on arrive à 1,5.
trajectoire courante, ça nous arrive en à peu près 8-9 ans. Donc, c'est vraiment pas loin dans le futur. Et ça a l'air que les gouvernements mondiaux, ils ne font pas ce qu'on faut pour arrêter ce trajectoire. Donc, mes recherches elles sont autour de ce sujet-là. Je fais des recherches sur le budget carbone restant et comprendre les incertitudes autour de ces quantités-là. Je fais des recherches aussi récemment au niveau des solutions basées sur la nature. Il y a beaucoup de nations et aussi des autres acteurs qui font des cibles d'émissions net zero. Et une cible net zero, ça inclut beaucoup de temps l'enlèvement de CO2 de l'atmosphère. Et on n'a pas beaucoup de technologies maintenant pour le faire, effectivement. La nature, c'est une option, ce n'est pas un grand contributeur, mais beaucoup de gens l'incluent dans ces stratégies. Donc, c'est important qu'on comprenne le potentiel, mais aussi les limitations de ces enjeux, de cette stratégie. Je pense que c'est correct pour maintenant. Je vais passer à mon copain ici. Merci. On a comme 14 micros, mais on va se passer le même micro. C'est comme ça. Oui, donc, Isabelle Lessard, chef scientifique de 1.5. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent 1.5? Soyez pas gênés si vous ne les connaissez pas. Oui, donc 1.5, c'est le média québécois axé sur l'action climatique. Je reviendrai à mon poste de chef scientifique après parce que c'est une drôle de bébite, mais c'est pour vous dire que si vous ne connaissez pas 1.5, c'est ça. C'est un média qui est unique en son genre, qui est à la fois nutritif et givré, rigoureux, humain, audacieux. Pour ne nommer que cela, mais on a vraiment, comme dans la ligne éditoriale, il y a vraiment une volonté de rester dans le journalisme de solution. Et attention, journalisme de solution, c'est quelque chose de très précis. Là, pour les puristes, il y aurait matière à débat, mais journalisme de solution, ce n'est pas nécessairement journalisme de bonne nouvelle. On en fait de la bonne nouvelle chez 1.5, mais il faut départager. Là. On n'est pas non plus dans un univers tout rose avec des licornes. On fête notre 5e année, donc cette année, on est bien contents. On a traversé la vallée de la mort pour une petite start-up qui se lançait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que 1.5, et là, ça, c'est la twist que peu de gens savent, n'est pas une organisation sans but lucratif. C'est un projet qui est dans une nouvelle coop de solidarité qui s'appelle Futur Simple. Alors, c'est pas encore très bien connu, mais Futur Simple, sa mission, c'est... Le micro avait lâché. La mission de Futur Simple, c'est de contribuer à l'action climatique et environnementale au Québec à différentes échelles, donc à l'échelle individuelle, organisationnelle et collective. Et donc, 1.5, c'est un projet parmi d'autres projets chez Futur Simple. OK? Donc, déjà, je recadre tout ça parce que je sais que c'est bien mystérieux pour bien des gens. Et ce qui est sous-jacent à cette mission-là, c'est qu'on travaille à comprendre et activer le facteur humain. Et dans le facteur humain, qu'est-ce qu'on entend? On entend les mécanismes inconscient du changement de comportement. Fait qu'on est vraiment dans essayer de comprendre la machine humaine. Fait que c'est bien, bien intéressant. Pour revenir à mon poste et pas prendre trop de temps, évidemment, je suis madame rigueur et nuance dans les contenus 1.5, mais je suis plus que cela. Je suis aussi, dans le fond, mon poste, c'est un nouveau poste qui se veut de mettre en place un nouveau un laboratoire vivant, vraiment un espace de recherche et développement qui est, donc, ce que vous voyez, vous voyez le contenu média, mais derrière, il y a vraiment tout un volet de recherche qui est intrinsèque, qui fait partie de la vision 1.5 depuis son début. Juste pour vous dire, 1.5 a financé plus de 800 000 de projets de recherche, là, donc variés. Là. On pourrait y revenir, mais ça, c'est quand même assez unique pour un média, OK, de s'associer avec des chercheurs. Fait qu'on est vraiment un peu à l'image du CIROD, on est un peu, on n'est pas un peu, mais on se veut un lieu où on va favoriser des interfaces entre différents... excusez, le micro me lâche encore. Donc, interface entre le milieu de la recherche et d'autres milieux, là, que, selon la clientèle cible qu'on voudrait, dans le fond,
amener à un changement de comportement. Et c'est aussi un lieu où il y a une volonté derrière le baromètre de l'action climatique. Annie, je ne sais pas si tu vas en parler, mais bon, il y a une volonté derrière 1.5 et derrière FuturSim de générer des données québécoises au niveau de la communication climatique. Fait que c'est quand même assez novateur, là. On est vraiment un projet d'innovation sociale à proprement parler. Alors là, je regarde Myriam en ce moment-ci. Et on est aussi un endroit, pour terminer, là, pour conclure, où on veut tester des nouveaux récits. Donc, comme je vous ai dit, vu qu'on travaille sur le facteur humain, on se rend bien compte là, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans la façon de communiquer au niveau climatique. Là, on stagne, en fait. Et donc, là, il y a vraiment une volonté de tester vraiment par essai et erreur, laboratoire, des nouvelles formes de récits. Puis ça, je pourrais y revenir plus tard. Alors, je passe la parole à Annie. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Annie Levasseur, professeure en ingénierie à l'ETS, l'École de technologie supérieure. J'ai un peu 3 chapeaux en termes de recherche, dont un sur lequel je vais me concentrer. Donc, j'anime un groupe de professeurs au niveau de la transition vers l'économie circulaire, entre autres, mais ma recherche de base se fait surtout à l'intérieur d'une chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques. Donc, ce qu'on fait, c'est de développer des modèles, des outils pour, comme le nom le dit, quantifier nos impacts. Et là, évidemment, on peut se mettre à vraiment différents niveaux. Donc, on peut, par exemple, vouloir comparer des choix de consommation en termes de produits. Dans ce temps-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. On a les inventaires. On voit les inventaires, par exemple, nationaux ou municipaux de gaz à effet de serre. Mais on a aussi, en fait, l'idée souvent va être de combiner différents outils ensemble pour répondre à des questions variées. Donc, je vais comme vous donner un petit peu 2 exemples. Le premier, je travaille avec des collègues et moi, donc, vous allez comprendre de par la nature de ça que je travaille avec des gens vraiment dans tous les secteurs, toutes les disciplines. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'évidemment, ces questions complexes-là ne peuvent pas être regardées avec juste une lunette d'une discipline. C'est malheureusement pas possible. Donc, par exemple, au niveau des forêts, c'est sûr que si on veut aider le gouvernement à regarder comment ils peuvent gérer les forêts, pour qu'ils contribuent le plus possible au changement climatique, ça va prendre des gens qui comprennent le carbone dans les forêts, donc des gens avec des backgrounds de foresterie, de biologie. Ça va prendre des gens avec plus de mon côté au niveau de l'ingénierie qui comprennent toutes les émissions qui sont liées aux chaînes de production des différents produits forestiers, par exemple, puis des gens qui vont comprendre qu'est-ce que ça permet de déplacer sur les marchés si on arrive avec des produits forestiers. C'est la somme de tout ça qui nous donne vraiment une idée de quel est l'impact de différentes stratégies de gestion forestière. Donc ça, c'est un exemple. Puis un deuxième que je trouve intéressant pour la thématique d'aujourd'hui, puis très lié aussi aux questions que tu soulevais, Isabelle. C'est un projet de carte carbone. Là, on commence vraiment la recherche. Donc, googlez pas carte carbone, vous ne la verrez pas, vous ne la trouverez pas. Un jour, dans 2-3 ans. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre un inventaire municipal. Donc, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà allés le feuilleter, l'inventaire des gaz à effet de serre de Montréal. Ce n'est pas un outil pour monsieur, madame, tout le monde particulièrement sexy. C'est un rapport, ça donne des émissions annuelles par secteur. Donc, par exemple, le transport routier, très simple, on regarde tout le carburant vendu sur le territoire de la ville, on transforme ça en CO2. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que le carburant est vendu à Montréal, qui est consommé à Montréal, il peut être consommé, je veux dire, je peux mettre de l'essence ici, m'en aller, vice-versa. Sur des petits territoires, c'est une méthode plus ou moins appropriée parce qu'en fait, on ne sait pas où ça se passe. Puis en ayant juste une émission annuelle pour le secteur routier, où est-ce que ça a lieu dans la ville, à quel moment de la journée, comment ça varie avec un paquet de facteurs, un paquet de paramètres, je n'ai pas malheureusement les outils pour m'aider. Donc, au niveau des décideurs municipaux, ils font des plans climat qui ont des données un peu limitées pour essayer de voir l'impact des différentes mesures. Puis, au niveau de monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas des outils dont on peut se servir pour faire de l'éducation, de la mobilisation, pour que les gens comprennent mieux l'impact de leurs activités puis des choix qu'ils peuvent faire. Donc, dans le cadre de ce projet-là, évidemment, on va aller chercher des données alternatives. Si je viens au déplacement, est-ce qu'il y a des données liées au GPS, au téléphone cellulaire? On l'a sur Google Maps, le trafic. On sait qu'il existe plein de sources de données alternatives qui peuvent nous aider à avoir une résolution spatiale et temporelle beaucoup plus fine. Et on voudrait mettre ça sur une carte et d'en faire un outil interactif. Puis on a des chercheurs qui travaillent avec nous, qui sont du domaine des sciences sociales, de l'éducation à l'éco-citoyenneté, puis qui vont faire des études pour essayer de comprendre auprès de groupes cibles qu'est-ce qui fonctionne pour que les gens comprennent
c'est quoi leur impact. Donc, on pourrait essayer différents modes de visualisation, différentes illustrations qu'on pourrait faire avec cette carte-là. Puis, à partir de vraiment, avec une méthode rigoureuse de sciences sociales, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis de les intégrer. Donc, c'est un peu un exemple de recherche qu'on fait qui implique évidemment des décideurs, par exemple, des gens des municipalités, des gens comme Énergir Hydro-Québec, et eux font partie, parce qu'évidemment, c'est des fournisseurs de données super pertinentes, mais eux, de par leur responsabilité corporative, font beaucoup dans la mobilisation, dans l'éducation aussi, à l'efficacité énergétique et tout ça. Donc, ils veulent aussi s'en servir dans leur campagne. Donc, ils sont à la fois fournisseurs de données et éventuellement utilisateurs. Donc, c'est le genre de projet qu'on fait. Très bien, merci. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis professeur en sciences économiques. Alors, évidemment, les activités économiques, c'est le principal suspect pour la cause des changements climatiques. On a eu un bon portrait des ODD. C'est intéressant de voir quand même que les activités économiques ont aussi des contributions positives au bien-être de l'humanité. On parlait qu'on avait atteint le 8 milliards, ou en tout cas, on estime qu'on a atteint là, dans les dernières semaines le 8 milliards d'habitants. C'est quand même intéressant de penser que malgré tout, la production, par exemple, de nourriture sur la planète a cru plus vite dans les 50 dernières années que la population. Donc, on produit aujourd'hui plus de nourriture per capita qu'il y a 50 ans, malgré le fait qu'on soit maintenant 8 milliards de personnes. C'est un peu la même histoire pour les biens et les services. Mais évidemment, il y a des contreparties de ça, d'impact sur l'environnement, notamment les changements climatiques. Donc, il y a des leviers à travers les ODD, mais il y a aussi des arbitrages. On est en ce moment peut-être meilleur à réduire la faim, réduire la pauvreté que lutter contre les changements climatiques. Donc, le levier que je vois, c'est que l'économie de marché dans laquelle on vit a certaines qualités pour atteindre des résultats quand on lui donne les bons incitatifs. Donc, ma recherche, c'est un peu de travailler sur les incitatifs pour utiliser le levier des forces du marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour atténuer les changements climatiques. Les outils qu'on voit ici, sur lesquels je travaille, c'est surtout des outils en termes de tarification du carbone. On a les taxes, on a les systèmes de permis échangeables, puis aussi ce qui est, disons, présent de nos jours, c'est des systèmes qui vont être nationaux ou parfois des fois interjuridictions quand les juridictions ne sont pas des nations. Donc, on pense tout de suite à l'exemple Québec, Californie, qui ne sont pas des pays, mais qui sont des partenaires dans un système de plafonnement et d'échange de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça entraîne certains enjeux au niveau de la comptabilité. Donc, il y a de la recherche que je fais au niveau des outils pour utiliser le levier des forces du marché, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, puis une autre partie sur la comptabilité quand on a des situations interjuridictionnelles, comment on fait pour bien attribuer à chacune les réductions qui lui sont dues. Puis finalement, une dernière, disons, série de travaux là, en lien avec les changements climatiques que je suis en train de développer, c'est de mettre à profit les outils sur, disons, les algorithmes de prédiction pour améliorer un peu la vitesse avec laquelle on a les informations sur les émissions de gaz à effet de serre. Parce que les inventaires nationaux officiels que les pays déposent auprès des Nations unies sont faits avec beaucoup de délais. Donc, à l'été dernier, l'été 2022, le Canada a déposé son inventaire officiel pour les émissions de 2020. Okay? Puis là, évidemment, on sait ce qui s'est passé en 2020. Là, c'est le début de la pandémie, des confinements. Les émissions ont beaucoup chuté, mais on sait que c'est probablement un impact ponctuel. Après ça, les émissions, on a tous les indicateurs pour savoir que les émissions ont commencé à réaugmenter. Mais l'inventaire officiel de 2021 va arriver à l'été 2023, puis de 2022 va être à l'été 2024. Donc, il y a un délai qui est important. Donc, on voit si on peut utiliser les sources de données plus fréquentes, qui sont les déterminants principaux des émissions de gaz à effet de serre, pour donner un aperçu, disons, à l'avance, peut-être pas en temps réel, mais avec un délai un petit peu inférieur à 2 ans pour avoir une meilleure idée de la direction vers laquelle on s'en va. Puis juste très rapidement sur les publics, on nous a demandé de parler des publics auxquels on s'adressait. Les universitaires, on s'adresse toujours à des universitaires, puis ils sont outre les universitaires. C'est sûr que moi, je travaille étroitement aussi avec les gouvernements. On travaille étroitement à l'UQAM avec le gouvernement du Québec sur les stratagèmes qu'ils mettent en place, les conséquences économiques de ces stratagèmes-là. On essaye aussi de faire de la diffusion un peu plus grand public pour que ces choses-là soient moins mystérieuses pour le grand public. Donc, par exemple, là, avec à l'UQAM la chaire sur la décarbonisation,
On a un webinaire trimestriel à la suite de chaque enchère de permis d'émission pour le marché Québec-Californie pour analyser les résultats de l'enchère. Donc, la dernière enchère était le 16 novembre. Les résultats devraient sortir demain, je m'y attends. Donc, on a la semaine prochaine le webinaire sur l'enchère du 16 novembre. Parfait, parfait. Ça, c'est vraiment bien là. Et, le dernier aspect de ces propos-là, c'est l'aspect vulgarisation. Ça, c'est vraiment important. OK. Eh bien, et en tenant compte de vos activités, de vos travaux, on a pu comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites et il y a beaucoup d'avenir dans ça. Mais on peut déduire également qu'il y a ce qu'on appelle des indicateurs, des mesures et de l'impact sur le climat. Et dans le cadre de vos interventions, par exemple, de quelle façon les indicateurs ou les mesures que vous avez probablement développées et sont utilisés au Québec pour orienter ou bien pour guider la société dans sa lutte contre le changement climatique? Demande. Mais, OK, donc, à mon côté, l'indicateur le plus important au niveau du changement climatique, c'est le niveau d'émissions qu'on se produit. Et à l'échelle de Québec, on a une cible de 37,5% en dessous du niveau de 1990. C'est une cible qui était là pour plusieurs années maintenant. Ce n'a pas augmenté en ambition. C'est maintenant moins ambitieux du cible national. Donc, il y a beaucoup d'évidence que la totalité des cibles d'émissions mondiales au niveau de toutes les nations nous amènera au plus bon cas vers 2 degrés de réchauffement. Mais ce n'est pas la trajectoire courante. La trajectoire courante, c'est à peu près 3 degrés. Si on utilise seulement les enjeux qui sont actifs maintenant. Mais les cibles sont un peu plus ambitieuses. Mais ce n'est pas encore assez le cible de l'accord de Paris, ce n'est pas 2 degrés. C'est mal coté. Ce n'est pas 2 degrés. C'est beaucoup en dessous de 2 degrés, bien en dessous de 2 degrés. Donc, ce n'est pas un nombre spécifique, mais c'est surtout pas 1,95 degrés. C'est peut-être 1,7, 1,6. Et on essaie d'atteindre 1,5. Donc, c'est encore le cas au Québec que le cible, ce n'est pas bien aligné au ce qu'on doit arriver. Et c'est aussi le cas, toujours quand on parle des nations plus riches, plus développées, il faut que ces nations adoptent des cibles qui sont encore plus ambitieuses que la moyenne globale. Donc, même si le cible du Canada, par exemple, c'est 40-45% de diminution à 2030, c'est à peu près aligné avec le moyenne globale qu'on doit faire pour quelque chose comme 2 degrés. Mais Canada, c'est un pays très riche, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on est beaucoup plus responsable que les autres pays. On a déjà causé beaucoup plus des émissions, des changements climatiques, par contre les autres pays. Donc, c'est encore le cas que les nations riches n'adoptent pas les cibles qui sont alignées avec notre niveau de responsabilité. Donc c'est ça. Au Québec, il y a encore beaucoup de faire. Et c'est dommage que l'élection qu'on a juste arrivée, l'environnement était une priorité pour beaucoup de gens, mais ce n'était pas la chose qui a influencé où on a placé la vote. Et il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent de beaucoup de partis électoraux, mais j'espère que le gouvernement va travailler avec les autres partis pour essayer d'augmenter leur niveau d'ambition au niveau du climat.
Donc, c'est ça. Parfait. Et Myriam Nouri, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Si. Moi, je vais juste faire un petit twist. Ce n'est pas comment notre mesure est utilisée ou considérée, mais comment on souhaiterait qu'elle soit utilisée ou mesurée ou considérée, parce que, je le rappelle, c'est encore un outil qui est jeune. La démarche est encore nouvelle. C'est déjà des recommandations. Voilà. Nous, à travers cet outil, on souhaite, on souhaite fournir un outil efficace par rapport à données GES dans l'innovation. Nous, notre rôle, c'est d'identifier les données, d'identifier les indicateurs, de fournir des études, mais on ne veut pas que ces études restent au fond d'un placard dans nos bureaux. Nous, notre aspect, il est surtout communicationnel. On veut on va dire que la personne qui a son entreprise en Gaspésie, dans X domaine, puisse dire, OK, moi, dans ce domaine, mon industrie, voilà ce qu'elle génère comme données GES, voilà ce que je peux faire, voilà dans ma région, comment elle se positionne par rapport aux données GES. C'est ça qui est important pour nous. Au niveau des canaux de communication qu'on utilise, pour l'instant, on communique beaucoup à travers notre site web ou par rapport à la discussion qu'on va avoir ce soir tous ensemble. On a aussi Luc Sirois, qui est innovateur en chef, donc mon patron, qui est actuellement en tournée régionale, donc qui va voir toutes les régions du Québec pour aller rencontrer les acteurs du développement sectoriel, pour aller rencontrer toutes les entreprises, petites entreprises, pour justement discuter de ces données qui sont déjà accessibles. Donc, on a déjà un grand nombre de données qui sont accessibles et que les personnes n'ont jamais eu entre les mains, on n'a jamais pris le temps de leur présenter. Donc, voilà comment ça se passe par rapport aux données GES, ce qu'on a actuellement comme données. Donc, ça, c'est un de nos canaux publics. Je n'avais pas donné nos publics, mais c'est vrai que bien sûr, nos publics, c'est les décideurs publics, les acteurs de développement sectoriel, mais aussi toute personne avertie. On veut rendre, comme Annie disait, les données sexy. On essaye, c'est notre but, même si comme ça a l'air brut, mais en fait, il y a un vrai intérêt derrière. Cependant, pour l'instant, dans la démarche, on rencontre deux enjeux. Le premier, c'est la mutualisation des efforts. Comme on peut le voir aujourd'hui, en fait, il y a un grand nombre d'organismes qui travaillent autour des mêmes thématiques. Et nous, notre idée, c'est absolument pas de faire double emploi. On veut justement pouvoir discuter, aller chercher les experts, les mettre à la même table et travailler sur ces indicateurs et voir ce que chacun, dans son expertise, peut faire ou apporter à la table. Et la deuxième chose, mais ça a déjà été dit, c'est qu'on a un vrai manque de données granulaires au Québec. Ça veut dire qu'on va avoir les données de manière générale. On va avoir les données au Canada, on va avoir les données générales par rapport au Québec, ou alors par grandes industries. À la limite, c'est ce qu'on va avoir de plus granulaire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les données par région. On n'a pas encore les données... Désolée pour le vocabulaire, par code Sion, ces systèmes de classification nord-américains des secteurs. Et ça, c'est un vrai manque parce que justement, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où agir pour réduire au maximum ces GES, tout simplement parce qu'on n'a pas les données et il faut aller les chercher. C'est vrai. Parfait. Et Charles Séguin, à l'UQAM. Oui, alors, moi, je suis très content que Damien parle de l'objectif du Québec parce qu'il y a la question de est-ce que le 37,5 % est suffisant et probablement pas à plusieurs égards au niveau de où ça nous amène si la plupart des pays adoptent un effort similaire, puis où ça devrait nous amener en regard de notre responsabilité, puis de l'équité de la contribution passée, puis des moyens actuels des différents pays. Donc ça c'est pas mon expertise, je lui laisse. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est peu importe la cible qu'on choisit, est-ce qu'on est capable de bien mesurer est-ce qu'on atteint ou on n'atteint pas cette cible-là? Il y a un des éléments dont je vous ai parlé avant, c'est notre partenariat avec la Californie. Puis, on est dans ce plan conjoint. Puis, un peu, l'argument que je tente de faire, c'est que depuis qu'on est partenaire avec la Californie, c'est difficile de mesurer les efforts de chacun en considérant seulement les émissions qui sont produites sur le territoire de chacun des partenaires. Donc, les émissions qui sont produites sur le territoire québécois, les émissions qui sont produites sur le territoire californien. Parce qu'il y a un échange implicite et explicite de permis de carbone qui se fait entre les entités réglementées, les entreprises du Québec et de la Californie, qui fait en sorte que peut-être que dans une juridiction, il y a des opportunités à plus faible coût de faire des réductions que dans l'autre. En ce moment, les opportunités à plus faible coût étant en Californie par rapport au Québec, ce qui fait en sorte qu'il y a un commerce de permis entre les juridictions. Donc, implicitement, il y a un commerce d'émissions.
Donc, quand on mesure les efforts, il faudrait prendre ce commerce implicite d'émissions entre les deux juridictions. Puis juste pour renforcer ce point-là, on a entendu, en parlant de la dernière campagne électorale, tout au long de la campagne, comment le Québec n'avait pas atteint son objectif de 2020, qui était 20 en dessous de 1990. Mais si on combine les objectifs du Québec et de la Californie, puis on regarde où les deux juridictions sont conjointement en 2019, pour éviter l'effet de la pandémie en 2020. Mais en 2019, les deux juridictions ensemble, l'objectif à 0,3 près est atteint. Okay? Donc, il y a un commerce important où le Québec a pu faire un peu plus d'émissions parce que la Californie, eux autres, ils ont été en dessous de leur objectif. Puis ça s'est fait par l'échange de permis entre les deux juridictions. Donc ça, cette discussion-là est absente complètement du discours public en ce moment. J'essaye modestement de la mettre un peu dans le discours public avec mes diverses interventions, dont celle de ce soir. Puis je pense que dans le futur, ça va devenir important. Je vais finir avec ça rapidement. C'est que en ce moment, on évolue dans le système québécois, évolue dans le cadre canadien qui exige que les provinces qui ont leur propre tarification du carbone aient des objectifs au moins aussi ambitieux que ceux du Canada. Puis Damon nous l'a bien dit, le Canada est à 40 à 45 %, au Québec, on est à 37,5 %. Bon, il y a des petites différences. Tout le monde ne partait pas du même point de départ en 1990. On pourrait avoir des discussions là-dessus. Mais il reste que si les choses ne sont pas bien mesurées par le gouvernement fédéral, il pourrait décider d'invalider le système québécois dans le futur. Voilà. Parfait, parfait. Et dans ce contexte-là, je comprends qu'il y a un vide là en termes de base de données, comme a dit Annie, il y a beaucoup d'opportunités également. Mais est-ce que vous avez pu déduire des défis ou des leçons apprises, Annie Levasseur? Ben, en fait, c'est l'autre. Parce que c'était pas super clair. Moi, la chose qui me frappe le plus là, dans ce que je fais, autant quand on travaille avec des gens, des gouvernements, des municipalités, quand on travaille avec des organisations, avec des citoyens, c'est vraiment au niveau de la complexité. Donc, le manque de données, je suis vraiment tout à fait d'accord avec Myriam. En fait, par exemple, je vais participer à des panels, pas des panels, mais des comités, conseils, entre autres pour le gouvernement. Quand ils ont élaboré le plan vert, j'étais sur un comité pour la bioénergie. Là, je suis sur un comité consultatif sur les changements climatiques. On tente, en se basant sur la science, évidemment, de donner des recommandations qui vont être plus spécifiques pour aider le gouvernement à développer ses plans, tout ça. Mais il manque toujours les données, donc c'est vraiment très difficile. Puis ça finit toujours par être notre première recommandation de vraiment mettre en place, puis ça commence déjà beaucoup au niveau des gouvernements, de mettre en place ce qu'il faut pour collecter la donnée, la rendre disponible si c'est qu'elle n'est pas disponible. Puis ça va vraiment beaucoup faciliter. Puis c'est certain qu'il y a même parfois, la donnée va se trouver ailleurs. Donc, si je reprends l'exemple de la carte carbone, on peut penser, maintenant, on le sait on croule sous les données, on prend tous Google Maps pour partir d'un endroit à l'autre. On va voir le trafic en temps réel, puis c'est archifiable. Tu arrives à la minute près que Google te dit. Mais ces données-là, en plus, proviennent de nous. C'est nos cellulaires, c'est les GPS qu'on utilise, mais on n'y a pas toujours facilement accès. Donc, nous, on a approché certaines instances qui ont ce type de données. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est vraiment une difficulté. Puis, une autre difficulté, à mon avis, à moi, c'est la complexité quand on tente de communiquer. Est-ce qu'une initiative est meilleure que l'autre? Est-ce qu'un comportement est meilleur que l'autre? Est-ce qu'une politique est meilleure que l'autre? C'est excessivement complexe. Puis en plus, selon où on se trouve, je l'ai mentionné rapidement tantôt en disant, on a l'approche cycle de vie, on a une approche territoriale quand on fait les inventaires. On a parlé des inventaires nationaux, des inventaires municipaux. On a des approches organisationnelles. Si vous avez déjà vu des organisations dire « Moi, je veux être carboneutre, scope 1, scope 2 », c'est du langage qu'on entend, c'est les frontières de leur organisation. Donc, il y a une grande complexité au niveau de la collecte de données. On a besoin de beaucoup de données, des périmètres. Puis en plus, je donne un autre exemple qui est excessivement débattu, mais on parle de la présence de la voiture électrique par rapport à la voiture à essence. C'est sûr que je peux, avec une approche cycle de vie, regarder une voiture électrique, une voiture à essence. Je me mets en contexte québécois. Ça va me dire que la voiture à essence va être pire d'un point de vue changement climatique que la voiture électrique. Mais là, quand on commence à regarder des orientations gouvernementales, il faut regarder, on est 8 millions au Québec, on a une quantité d'électricité donnée,
on a une magnifique électricité en termes de carbone. Nos voisins américains profiteraient énormément d'en utiliser une partie pour réduire leur charbon. Ben là, à ce moment-là, ma réponse va être différente parce que c'est certain que le véhicule électrique va être une solution, mais en fait, il faut commencer par réduire notre consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, autant l'électricité que l'essence. Et là, on va plus arriver avec des solutions qui vont vraiment être en priorité supérieure en termes d'aménagement du territoire, de densification, de transport en commun, de transport actif. Donc là, puis là, évidemment, il y a tellement de choses à inclure dans ces analyses-là. Cette complexité-là, elle est souvent difficile à communiquer, peu importe les acteurs avec lesquels on parle. Donc, je sais que moi, quand on me pose une question, j'ai toujours la même réponse, puis est donc plate, ça dépend, exactement. Puis donc, c'est de communiquer cette nuance-là, ce n'est pas toujours évident. Puis je sais que toi, Isabelle, tu parlais justement d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, ce n'est pas évident. Très bien, très bien. Eh bien, Isabelle, là, qu'est-ce que vous avez Bien, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous m'entendez bien? Il me semble que le micro, il est comme moins fort. Regarde, je vais peut-être prendre. Je vais prendre lui. C'est correct, merci. Je vais prendre lui. C'est moi qui. OK. Oui, bon, pour votre info, Annie et moi, on vient du CIREG et même du CIROD, là. En tout cas, bref. Oui, oui, c'est un enjeu réel. Tu sais, chef scientifique, essayer d'amener, je vous ai dit, journalisme de solution, donc d'amener des pistes, mais de ne pas non plus sombrer dans le simplicisme, là, je dirais. Amener de la nuance dans le « ça dépend », dans « il n'y a pas de meilleur choix entre le A ou B », ça dépend ce que tu regardes. En tout cas, bref, je veux juste renchérir que c'est vraiment un réel enjeu de communication auquel on est confronté quotidiennement chez 1.5. Puis, c'est parce que moi, j'allais aborder un autre angle, parce que là, vous parlez beaucoup de données plus technico-économique, je dirais, moi, c'est de la donnée qui est autre. Là. Quand on parle du baromètre de l'action climatique, on est dans de la donnée plus de comportementale. Il y a plein d'enjeux, mais juste plutôt pour renchérir, là, je pense que on l'a dit, il y a beaucoup d'initiatives en place. Donc, je reviens un peu comme la petite porteuse d'agente de liaison derrière moi. Il y a un besoin d'interface, des lieux comme le CIROD, puis comme ce qu'on fait un peu tout le monde, là, je pense, au sein de nos équipes, des lieux où on se met plusieurs disciplines ensemble puis qu'on regarde le problème autrement. Je pense que ça peut être une des clés pour les fameux défis de communication. Là. Puis voilà, fait que je terminerai là, ce point-là. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et maintenant, il y a beaucoup de défis, c'est vrai, il y a beaucoup d'enjeux, mais par rapport à la situation actuelle et quant à la compréhension, à la considération des enjeux climatiques. Et j'aimerais vous entendre là sur, comment dit-on, les moyens les plus efficaces pour renforcer l'engagement pour l'action climatique. Et on commence avec Annie. Bien, les moyens les plus efficaces, évidemment, encore là, ça va dépendre à qui on s'adresse. Mais malgré toute la difficulté puis la complexité derrière ça, bien, c'est de tenter de faire le meilleur travail possible, justement, avec des illustrations puis des chiffres, évidemment, sur ce qu'on montre. Puis là, il y a toute une science qu'on peut développer, justement, en arrière de ça, de comment est-ce qu'on arrive à communiquer ça. Puis parfois, c'est aussi... puis nous... en tant que, par exemple, quand on est ingénieur ou plus au niveau du côté des sciences et technologies, pour nous, c'est évident. Puis on arrive avec des indicateurs, avec des unités. Puis là, on ne réalise pas jusqu'à temps qu'on les communique à quelqu'un puis qu'il bug parce que l'unité, il ne la comprend pas. Puis c'est correct, c'est normal. Mais il ne comprend plus rien. Mais en fait, l'unité, ça ne nous dérange pas parce que nous, on compare A, B et C. Bref, on fait juste voir que A est plus grand que C, donc il y a plus d'impact. Mais parce qu'il a accroché sur l'unité qu'il ne comprend pas, ça nuit beaucoup. Donc, ça, c'est un détail, là, mais il y a plein d'autres façons qu'on va avoir de présenter des choses qui sont tellement évidentes pour nous. Puis même si on pense qu'on les vulgarise bien, c'est vraiment en intégrant des gens qui vont avoir ces connaissances-là, puis qui vont faire les recherches pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un va mieux s'approprier le sujet. Puis même, je dirais plus loin, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous regardez, tu as un petit peu, je pense, soulevé le sujet. Parce que tu as le fait qu'ils ne comprennent pas, mettons qu'ils ne comprennent pas un aspect, puis ça fait en sorte que la personne se ferme puis n'arrive plus à suivre. Mais tu as aussi toutes sortes de réflexes que les gens ont, je pense, de par
la résistance au changement ou le fait que ça implique des changements de comportement, je pense que naturellement, l'humain va avoir une résistance, puis va tenter de trouver des arguments qui ne seront pas nécessairement rationnels puis qui pour se dédouaner ou pour se déculpabiliser peut-être. Là, je parle, puis ce n'est pas ma science, mais je le vois, cette espèce d'effet-là. Puis ça, c'est vraiment difficile à... Même tu arrives avec toutes les meilleures données, les plus rigoureuses du monde. Donc, ça prend vraiment des équipes qui vont intégrer des gens qui sont en mesure de comprendre ces effets psychologiques-là pour qu'on arrive à trouver. Puis c'est vraiment très, très nouveau là, qu'on tente de faire ça. Très bien. Et en matière de communication, Isabelle, est-ce qu'il y a des moyens? Oui, juste pour savoir, il nous reste combien de temps pour pas que je m'accapare tout l'espace qui reste? Il reste 2 minutes. OK. Donc, oui, en fait, pour enchérir sur ce que Annie a dit, effectivement, moi, je vais vous dire des mythes. Je déboulonne 2 mythes. Tout d'abord, communiquer au niveau climatique, ça n'a rien à voir avec le niveau de littératie qu'on essaie de faire passer. Ça n'a rien à voir avec la compréhension des enjeux climatiques. Deuxième mythe, la compréhension des enjeux climatiques n'est absolument pas garante, n'est absolument pas liée à l'engagement, au passage à l'action. OK? Donc, 2 choses. Fait que c'est pas parce que tu connais bien les concepts puis la problématique des enjeux climatiques que tu vas passer à l'action. Je vous donne un élément crunch. Dans le baromètre de l'action climatique 2021, on disait qu'il y avait 84 des gens qui disaient des Québécois qui disaient qu'il y avait urgence d'agir au niveau des changements climatiques. Pourtant, il y en a seulement 22 des Québécois qui se sentent personnellement menacés. Ce que ça veut dire, c'est que si tu ne te sens pas personnellement menacé, tu ne passes pas à l'action. Et ça, c'est des biais cognitifs, OK? Fait qu'il faut vraiment comme... Oui, là, c'est comme on est rendu là. Tu sais, les scientifiques, ça met du temps, mais là, ça commence à arriver. Le facteur psychosocial, ce qui se passe dans la tête des gens, il va falloir le comprendre. Donc, chez 1.5, tu sais, je vous ai dit, laboratoire vivant, on essaie d'amener des nouveaux récits sur les fameux mécanismes. Tu sais, je vous parlais du facteur humain, la machine humaine, les mécanismes inconscients au niveau du changement de comportement. Je vous donne un petit truc punch. Toute décision est émotive. C'est tout simplement qu'on la justifie par après au niveau rationnel, ce qu'on appelle du raisonnement motivé. Toute décision, même la science, même les chercheurs, je suis désolée de vous dire ça. On pourra en reparler après si je vous brusque. Donc, j'ai 1 milliard de choses à dire. Vous viendrez me voir après. Il y a un angle qui est vraiment novateur pour nous, puis que honnêtement, même dans les sphères de psychologie environnementale, c'est encore très peu exploité, c'est l'approche besoin. Et besoin, c'est comme un mot hyper galvaudé et mal compris. Je serai disponible pour vous en parler après, mais globalement, l'ensemble des humains mélangent une stratégie pour répondre à un besoin au besoin fondamental derrière. Un char, une voiture, c'est une stratégie. Mais on est rendu tellement, on ne voit plus la différence entre la stratégie pour répondre aux besoins et le besoin. Et ça fait partie des éléments majeurs qu'il faut comme recadrer et dont plusieurs autres choses. Je vais m'arrêter là. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment un débat très riche et vous avez beaucoup de choses à partager encore avec nous, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais je ne veux pas clôturer cet aspect-là sans aborder ou bien savoir vos réactions sur un événement vraiment d'actualité, par exemple la COP27 qu'on vient d'assister là et qui vient de se dérouler en Égypte du 7 au 18 novembre. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu, avant le déroulement de cette COP, est-ce que vous avez eu des attentes ou bien est-ce que vous avez des commentaires après le déroulement de cette COP-là? Qui veut répondre avant? On commence. Charles Seguin? OK, très rapidement, moi, je n'avais pas des grosses attentes ou des grosses espérances, là. À mon point de vue, il y a une partie du manque d'action qu'on observe, pas la totalité, mais une partie qui n'est pas liée à la mauvaise volonté des gouvernements internationaux, mais qui est liée à l'aspect stratégique du fait que chacun contribue seulement à une fraction du problème. Puis tu as toujours intérêt à ce que ton voisin fasse plus de réduction que toi-même. Puis ça, c'est une dynamique, peu importe le nombre de COP qu'on va faire, il est très difficile de s'échapper.
Donc, si ce que je retiens de la COP 27, bon, ben, cette fois-ci, c'est l'importance que la question des pertes et préjudices occupés en termes d'un mécanisme pour compenser des pays qui subissent des dommages qu'ils ne peuvent pas éviter ou pour lesquels ils ne peuvent pas s'adapter ou auxquels ils n'ont pas contribué par leurs émissions. Puis, ce que je veux juste soulever là-dedans, c'est que tous ces différents fonds internationaux sont un peu en compétition les uns avec les autres, que ce soit des fonds pour aider des pays à diminuer leurs émissions, des fonds pour aider les pays à s'adapter au changement climatique ou des fonds pour les compenser pour les dommages qu'ils ont subis. C'est tout de l'argent au bout du compte, puis il y a des arbitrages entre ces choses-là. Le discours ne parle pas beaucoup de, OK, s'il y a plus d'argent qui est allié aux pertes et préjudices, est-ce que ça veut dire moins d'argent pour l'atténuation ou moins d'argent pour l'adaptation? Ou d'où vient cet argent? Ça reste un peu encore à déterminer. OK. Damon? Donc, mon réaction au COP27, c'est un peu symptomatique, je pense, au problème en grande forme. C'est un peu au sujet de la complexité qu'on parle il y a quelques minutes. Au niveau basse, la solution des changements climatiques, c'est vraiment simple. Il faut arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Si on le fait, on va arrêter le changement climatique. Comment le faire, c'est vraiment difficile, mais la solution la plus importante, c'est vraiment, c'est pas complexe. Et on sait aussi si ce serait effectif aussi. Si on arrête de produire des émissions de CO2, on va arrêter de changer les changements climatiques. Donc, c'est vraiment illuminant. Je pense que il n'y a rien dans les mots qui sortent du COP27 qui sont à ce sujet-là. Ils ont répété les mots de l'année passée, mais il n'y a pas il ne parle pas d'arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Et je pense que c'est vraiment le problème et le défi. Et c'est peut-être un problème de l'impact de l'industrie fossile eux-mêmes. Ils ont été vraiment efficaces à arrêter le progrès, à prévenir ces mots pour entrer dans le texte de la COP27 et les autres. Donc, je ne sais pas quoi faire autrement qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas qu'ils ont on manque vraiment des rules of thumb pour comment comparer les solutions. Et à mon avis, si ça nous aide à arrêter d'utiliser les combustibles fossiles, c'est une bonne solution. Donc, l'électricité, c'est toujours mieux que les autres manières de chauffement parce que ça peut être produit sans combustibles fossiles. Les voitures électriques, même si maintenant le grid, il y a beaucoup de combustibles fossiles, si on n'électrifie pas le transport, on ne réussit jamais à arriver à zéro émission. C'est vraiment pas possible. Donc, il y a beaucoup d'enjeux importants, mais oui, le plus important, c'est qu'on parle le moins, c'est comment arrêter d'utiliser les fossiles, les combustibles fossiles. C'est à mon côté. Donc, quand on arrive à le parler au niveau international, je pense que c'est ça qu'on commence à faire du progrès vrai, arrêter ce problème. Très bien. Myriam Noui, comment avez-vous suivi cette COP? Vous n'avez pas de commentaires? Je vois beaucoup plus de commentaires que ce qui a déjà été dit. Je comprends. Parfait. Et Annie Levasseur?
Ben, pour être honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas trop d'attente quand il y a des cas. Je suis tout à fait d'accord avec le constat de Charles là, sur c'est excessivement lent. Bon, je pense que ces négociations internationales-là doivent quand même continuer. Je pense qu'on a différents niveaux d'action. Moi, je suis beaucoup plus au niveau de travailler avec les gens localement. Mais à quelque part, c'est quand même important qu'il y ait ces négociations-là. Mais c'est certain que il y a vraiment, au niveau des différents gouvernements, des différents territoires, ben, c'est clair aussi que plus il va y avoir de gens sur un territoire pour qui ça va devenir vraiment important et qui vont faire les pressions sur leur propre gouvernement, ben, plus à un moment donné, les gouvernements vont devoir en tenir compte. Et c'est sûr qu'il va toujours avoir les questions de l'autre à côté. Lui, il ne le fait pas. Ou combien de fois on entend aussi des gens dire ben, au Québec, on représente juste X%, puis c'est une petite fraction des émissions, donc ça ne donne rien. Oui, mais tant qu'à ça, je vais réduire mon territoire de comparaison le plus petit possible, puis comme ça justifie le fait que je n'agis pas. Donc, c'est un argument totalement invalide, mais je pense que ça va être vraiment que le plus de gens possible partout finissent par être convaincus puis mettre de la pression pour que finalement ça finisse par changer. C'est nous qui élisons nos gouvernements aussi. Hein? Puis ben, le gouvernement actuel il a été élu fort aussi. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, ça, c'est une autre question. Je ne me lance pas dans le débat du système électoral. Parfait, parfait. Isabelle Lissard. Oui, bon, ben, moi, je veux juste dire que quand j'ai vu cette question-là, sur le coup, j'ai dit, bon, je n'ai pas suivi parce que je m'en fous. C'est pas vrai que je m'en fous, mais je veux dire, quelque part, je trouve ça triste parce que ça génère beaucoup de cynisme, ne veut pas. En même temps, on le sait que c'est vraiment nécessaire, là, c'est quelque chose d'international de nécessaire. Mais c'est ça, vu que ça génère beaucoup de cynisme, ben, ça fait exactement, j'ai activé mes biais cognitifs derrière ça sans m'en rendre compte. Des messages comme ben, à quoi bon le faire parce que c'est tant que le gouvernement, au niveau international, local, provincial, fédéral, peu importe, ne bougera pas ou que les entreprises n'en font pas plus, j'en ferai pas plus. Pourquoi j'en ferai plus? À quoi bon? C'est pas à moi de faire ça, j'en fais assez. Les autres doivent en faire plus ou c'est pas de notre faute. Ben, tout ça, c'est des biais cognitifs. Puis c'est un peu ça que la COP27, en tout cas que ces grands rassemblements-là peuvent générer en bout de ligne pour monsieur et madame tout le monde. Fait que le message de la fin, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça pour lutter contre le cynisme, il n'y a pas de recette miracle. Si on l'avait, on la ferait depuis longtemps chez 1.5 et ailleurs. Là. Mais je vous dirais, c'est de cultiver un optimisme équilibré parce qu'il y a aussi un biais qu'on appelle le biais de l'optimisme. Fait qu'il ne faut pas tomber non plus dedans. Ça se représente par « Ah, c'est pas grave, l'humain va s'adapter ». Ça, c'est un biais d'optimisme. Fait que non, c'est plutôt d'y aller vers un optimisme équilibré puis en fait, de renforcer le sentiment de compétence personnelle, de continuer de s'inspirer, d'y aller un pas à la fois, toujours se donner des défis qui sont à la hauteur de nos capacités, mais qui nous permettent de nous dépasser. Puis surtout le faire pour soi, pas pour le regard de l'autre, je vous le dis, parce que ça aussi, on fait beaucoup des choses juste pour le regard de l'autre. Fait que le faire pour soi parce que ça fait du bien, parce que ça apaise à l'intérieur. Quand on le fait, on sent que c'est fluide, il n'y a pas de tension interne. Je vous dirais que c'est ça la clé, c'est ça qui devrait nous driver. Message de la fin. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions du public. Il y a des participants et participantes qui nous suivent sur Zoom, alors qu'il y a des participants dans la salle. Et Riyad va s'occuper des questions en ligne, alors que moi, je reçois les questions des participants ici dans cette salle. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, pour nos panélistes? Levez la main, s'il vous plaît. Oui, je vais passer le micro. Oui. Qui veut poser une question? Il y avait une main levée ici. Et, OK, merci. On vous entend en ligne aussi. Certainement. Alors, j'aimerais peut-être entendre l'idée ou vos opinions personnelles sur le point qu'il va falloir, à un moment donné, avec 8 milliards d'habitants, il va falloir que toute la planète au complet se concentre sur le problème de la limitation des naissances, d'arrêter le cycle à 2 enfants par famille et après ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte de ce que vous avez là. Je n'ai pas eu l'impression que le problème a été touché, mais pourtant, c'est la base. Tant que les familles ne sont pas... tant qu'on va avoir des familles à 5, 6, 7, 8 enfants, alors j'aimerais peut-être savoir s'il y en a qui ont des vues personnelles
Parce que ça serait intéressant de voir ça, parce que c'est la racine du problème. OK. J'ai des vues personnelles, si vous voulez des vues personnelles. Écoutez, les médias m'ont beaucoup sollicité pour parler de cette question-là. Donc, la première chose donc, ma vue personnelle n'est pas nécessairement en ligne avec le sous-entendu de votre question. C'est-à-dire que c'est le problème principal, c'est la croissance de la population. Le taux de croissance de la population mondiale a atteint un sommet entre 1961 et 1971. Donc, depuis 1971, le taux de croissance de la population mondiale diminue, même si la population continue à croître, elle croît de moins en moins vite. Puis là, depuis la décennie 2010, on est en diminution du nombre absolu de nouveaux humains sur la planète. En 2021, on était en dessous du 80 millions de nouveaux humains nets sur la planète pour la première fois depuis le début des années 2000. Donc, à quoi on s'attend? On est à 8, on s'attend que le sommet va être entre 10 et 11, quelque part entre 2080 et 2100. Selon moi, ça, ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu plus important, c'est comment vont se développer les pays où, principalement, cette croissance-là va avoir lieu, surtout dans l'optique des changements climatiques. C'est vrai que pour différents problèmes environnementaux, ce n'est pas tout à fait le même impact. Peut-être que pour la biodiversité, la croissance de la population mondiale, ça a un plus gros impact que pour les changements climatiques. Mais pour les changements climatiques, ces nouveaux gens-là sont surtout dans des pays qui ont des très, très faibles émissions per capita. Fait que l'enjeu, c'est comment ces pays-là vont évoluer. Donc, on veut idéalement qu'ils se développent, qu'ils puissent atteindre les autres ODD, réduire la faim, réduire la pauvreté, mais pas avec la même trajectoire d'émissions que nous, on a emprunté. Puis pour ça, évidemment, il faut faire donner un coup de main à ces pays-là. Parfait. Il y a une deuxième personne? OK. Merci. Déjà, merci à vous 5 pour vos interventions. Ma question, elle va être par rapport à nos modes de société et par rapport à l'ODD numéro 8, je crois, qui parlait de croissance économique. Et elle s'adresse peut-être plus particulièrement du coup à vous, Charles Seguin, vous qui êtes professeur en économie. Mais bon, c'est aussi lié au fait qu'on parle de la démographie, l'évolution de la population, puis comment les populations des pays en développement vont évoluer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que bien, nos modes de société en place ont des chances d'arriver à quelque chose de plus soutenable quand on voit qu'ils ont été drivés par, on va dire, la croissance économique dans les dernières années? Et quel est votre point de vue sur la décroissance, la fin de la croissance économique de nos sociétés développées, on va dire, et les possibilités de développement des pays en voie de développement? Bon, alors, je vais reprendre le micro. Pour, disons, répondre rapidement, je pense que une des choses, une des façons dont on peut envoyer un message positif au reste de la planète, en particulier au Québec, je pense, parce que quand même, malgré peut-être nos objectifs pas très ambitieux, étant donné notre densité de population, notre climat, on a quand même des émissions per capita, disons, plus faibles que d'autres dans des situations similaires. Puis on peut continuer à s'améliorer. Puis je pense que si on envoie un message, regardez, c'est possible de continuer son développement au sens d'avoir une vie confortable, au sens d'avoir des indicateurs positifs de bien-être, pas juste économiques, mais disons, par exemple, au niveau des inégalités. On a vu là, au dernier recensement 2021 que le taux de pauvreté au Québec entre les 2 derniers recensements a chuté du tiers. On a le plus bas taux de pauvreté partout en Amérique du Nord. On fait des choses bien. Je pense que si on peut envoyer le message au reste de la planète, regardez, c'est possible de bien se développer tout en éliminant graduellement ces émissions de gaz à effet de serre, on a beaucoup plus de chances de convaincre les gens d'embarquer dans cette voie qu'en disant, regardez, il faut que vous vous flagelliez, il faut que vous disiez on est méchant, on a fait des mauvaises choses, puis on va devoir se contraindre. Si le message qu'on envoie aux autres, c'est pour bien faire les choses, il faut aller vers la frugalité. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont nous suivre dans cette aventure-là. Ça, c'est mon point de vue. OK. Annie? Oui, en fait, puis je lis souvent un petit peu cette discussion-là parce que, à mon avis, à moi, parce que c'est vrai, effectivement, qu'on me dit souvent, d'ailleurs, ben, il faut que tu restes très
pratico-pratique, très monté ce que les technologies peuvent faire pour améliorer l'efficacité, réduire notre impact. Donc, tu as vraiment l'aspect, il y a 3 drivers en bon français de notre impact. La population, on l'a mentionné tout à l'heure, le niveau d'activité économique et l'efficacité en termes d'émissions de nos activités économiques. Donc, on est bon pour faire réduire ce 3e terme-là, effectivement. Mais même à ça, il faut faire attention parce qu'au Québec, oui, on diminue nos émissions directes. On est peut-être un peu plus, moins intensif, mais on ne regarde pas notre comptabilité consommation. Donc, il y a beaucoup de nos émissions qu'on exporte ailleurs parce qu'on importe énormément de produits, de biens finis. Donc, il faut quand même regarder ça aussi. Puis, c'est sûr que cette idée de toujours croître, si on ne modifie pas drastiquement ce que ça veut dire, la croissance économique, on entend des fois découpler l'impact environnemental d'une forme de croissance économique, bien, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, là. Donc, il faut vraiment voir comment transformer ce bien-être-là que nous offre. Puis là, je ne suis pas une économiste moi-même, donc je vais peut-être dire des bêtises. Charles me corrigera, mais il faut vraiment... Cette idée de croissance-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis il faut trouver comment faire pour un peu découpler ça, cet impact qui est associé à ce développement économique-là de l'augmentation du bien-être que ça nous procure. Parfait. Il y avait une main. Est-ce que je peux juste rebondir rapidement sur ce qui s'est dit? Parce qu'on parle beaucoup aussi de communication, comment inciter les gens au changement, puis comment vendre ces enjeux-là de changement climatique à la population. Est-ce que, selon vous, il ne serait pas temps aussi d'arrêter de faire croire aux gens que c'est avec plus d'économie et plus de consommation qui va augmenter leur bien-être? Et justement, l'un des enjeux du changement climatique, c'est de réapprendre peut-être... Le mot frugalité est un peu violent, puis il fait peur, j'imagine, mais peut-être qu'on s'est un peu trompé dans notre recherche du bien-être commun et qu'il est temps de revenir à des choses, des activités moins émissives notamment, et qu'au final, ce sera bénéfique pour tout le monde. Puis ce sera un bon exemple, je pense, un bon signal envoyé au reste du monde qu'en stoppant ce qu'on appelle croissance économique et donc les émissions liées notamment aux importations, à la consommation importée, qu'un pays va retrouver au final plus de bien-être. J'ai envie de renchérir là-dessus, puis d'amener un point qui va peut-être faire le pont entre votre intervention, la discussion, puis la première question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Là, je m'en vais dans le champ gauche, OK? Puis vous n'êtes pas obligé, là, vous n'êtes pas obligé d'embarquer. Puis je suis une provocatrice, je suis un personnage, OK? Est-ce que vous ne pensez pas que la croissance économique, c'est quelque chose qui s'extériorise de nous? Je m'explique. Est-ce que vous ne pensez pas que la machine humaine, on est faite... Il y a je ne sais pas si vous êtes au courant un peu des parties du cerveau, mais il y a le striatum avec le cycle de la dopamine, de la gratification instantanée, la petite shot qu'on va aller chercher de satisfaction personnelle puis qui nous incite à toujours consommer de plus en plus. Fait que la croissance économique puis tout ce qu'on voit, la surconsommation, elle serait-elle juste pas le reflet de ce qu'on n'a pas réussi à contrôler à l'intérieur de nous? Fait que j'irais juste là pour l'instant pour ne pas aller dans une discussion ésotérique, mais je serais ouverte si jamais vous voulez y aller après. Mais ceci dit, c'est ça que je veux dire. Dans la machine humaine, il y a quelque chose, moi, que je pense qui est fondamentalement wired, pour parler en bon québécois, qui, on ne l'a pas encore bien compris, puis tant qu'on ne le comprendra pas, même si on met des cycles de dénatalité qui sont complètement... moi, je suis d'accord avec... Je suis d'accord pour limiter les naissances. Je ne sais juste pas comment, de façon pragmatique, ça pourrait se faire. Ceci dit, même avec ça, je ne suis pas certaine qu'on ne serait pas en train de buster les limites planétaires. Voilà. Parfait. OK. Il y avait une main. Et regarde, est-ce qu'il y a des questions en ligne également? Merci à tous. Donc, je vais lire. On a reçu 3 questions en ligne, notamment une première pour Isabelle. Donc, comment des projets comme 1.5 et des regroupements stratégiques comme le CIROD, donc finalement nous, peuvent collaborer pour avancer la sensibilisation aux enjeux climatiques et la vulgarisation scientifique à ce sujet. Je sais que c'est des choses que vous avez déjà abordées là, durant le panel, peut-être élaborer un peu plus ou c'est ça, développer un peu plus puisque ça porte l'intérêt des gens. Il y a plusieurs avenues, mais je vais en nommer 2 principalement pour 1.5. Première avenue, c'est que 1.5, je ne sais pas à quel point je l'ai dit, mais c'est un vecteur pour tester des choses. Fait que tester des nouveaux messages, des nouveaux récits, puis de voir, avec, par exemple, l'analytique ou des focus groups suivis de ça, voir la réceptivité, puis à quel point
mettons, un nouveau récit peut amener un changement de comportement. Après, il faut voir aussi, c'est très complexe parce qu'il faut voir aussi dans le changement de comportement, est-ce que c'est du changement de comportement durable à long terme? Parce que des fois, il y a des techniques, là, des nodes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, des architectures de choix qui peuvent être utilisées, mais qui ne sont pas nécessairement, on ne sait pas à quel point ça peut avoir une notion à long terme. Tout ça pour dire que dans le 1.5, il y a une volonté que ça devienne un vecteur pour tester des affaires, puis on peut faire de l'essai-erreur. Ça, c'est un premier canal, mais sinon, via Futur Simple, qui est la coop de solidarité dans laquelle il y a plein de projets, c'est là qu'on veut amener des gens autour d'une même table puis de voir ensemble, OK, les bonnes personnes selon la problématique, selon le public cible. Et c'est là que, dans le fond, continuer de travailler en interdisciplinarité, transdisciplinarité, appelez ça comme vous voulez, il peut y avoir des débats là-dessus. Mais ça, c'est une autre avenue, là, je dirais. C'est pas mal ces deux avenues-là qui sont les deux méthodes priorisées actuellement chez 1.5 Futur 5. Merci. Donc, je continue un peu avec les questions en ligne. Donc, la deuxième est pour Myriam. Donc, question à Myriam. Quel rôle ont joué les ODD en général et l'ODD 13 en particulier dans l'élaboration du baromètre de l'innovation? Ou plutôt, que vous avez dit, comme dans les prochaines prises en considération en fait, de ces indicateurs dans le baromètre? Oui, alors, pour le baromètre de l'innovation, je n'avais pas expliqué en fait sa genèse. L'idée du baromètre est arrivée il y a à peu près 1 an et demi. Il y avait une vraie volonté de la part de l'écosystème d'innovation d'avoir des mesures. C'est des mesures qui n'existent pas encore au Québec et surtout de comprendre à quel point, parce que l'innovation, c'est un petit peu, on ne va pas se mentir, un mot à la mode. Et on voulait comprendre en fait qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça représentait au Québec. Et on a réuni plusieurs acteurs, on a fait une revue de littérature, on est allé voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en Europe, sur comment eux mesuraient l'innovation. Et on s'est dit, OK, par où on va commencer? On s'est dit, on va devoir commencer par l'économie, c'est par là qu'on investit beaucoup. On a un vrai problème de main-d'œuvre et de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Mais aussi, il y a 2 aspects auxquels on ne peut pas passer à côté, c'est l'innovation sociale et les changements climatiques. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a réuni les experts en disant, OK, on ne veut pas que ce baromètre de l'innovation soit complètement hors sol et désaxé par rapport à ce qui se passe dans le monde. On veut vraiment s'intégrer dans les problématiques actuelles et l'innovation sociale et les changements climatiques sont devenus en fait une évidence. C'est pour ça qu'on travaille avec le CIROD, on travaille avec le RQIS et quelque chose que je n'ai pas précisé, que je voudrais préciser maintenant, c'est qu'on ne veut pas travailler en silo. Ça veut dire qu'on n'étudie pas l'innovation en productivité d'un côté, on n'étudie pas l'innovation et son rapport sur la main-d'œuvre. Non, on va chercher des secteurs, on va chercher des régions et on peut faire parler justement ces 4 thématiques-là. On veut comprendre un projet d'innovation sociale, est-ce que ça a une influence sur la main-d'œuvre? Est-ce que va toucher les changements climatiques? Est-ce que d'un point de vue productivité, il va y avoir un effet? Et c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais voilà. Merci. Je termine donc avec la dernière question qui est un peu plus ouverte à la personne qui voudra répondre. Donc, est-ce que vous avez, ou à plusieurs personnes d'ailleurs, est-ce que vous avez des expériences et bonnes pratiques pour faciliter le transfert d'informations entre la recherche et des efforts plus publics comme 1.5 ou le baromètre? Donc, finalement, Isabelle, tu as répondu en partie à cette question. Peut-être quelqu'un d'autre si vous voulez. Moi, je vais juste profiter tant que j'ai le micro entre les mains. Là, je précisais tout à l'heure que Luc Sirois était en train de faire la tournée de l'innovateur en chef. Ça veut dire qu'il passe dans toutes les régions du Québec pour aller présenter les données qui sont existantes. Et quelque chose qui nous a vraiment frappé, c'est qu'on est allé chercher des données publiques type StatCan ou l'ISQ. C'est que les gens ne sont pas au courant des données qui existent sur eux. Les gens ne savent pas que toutes ces données-là sont accessibles. Alors, pour certaines données, et je ne suis pas économiste, c'est vrai que c'est brut de décoffrage et qu'il faut passer par un moyen communicationnel, il faut passer par des experts qui vont savoir traduire et avoir la pédagogie nécessaire. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a frappé, c'est qu'en fait, ces données-là, il y a un certain nombre de données qui sont accessibles. Et nous, notre rôle, c'est qu'on veut les rendre accessibles. On veut faire en fait ce lien entre les données qui sont accessibles, idéalement celles aussi qui n'existent pas encore, mais ça, c'est un autre débat, et le grand public. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait demander?
Je pense que c'est un peu que je répète ce que j'ai dit tantôt, mais je pense que c'est aussi important de ne pas se perdre dans les complexités des données. C'est vrai que il y a beaucoup de données au sujet du changement climatique, il y a beaucoup de manque de données aussi, il y a beaucoup d'incertitudes, mais les incertitudes sont vraiment au niveau des détails, ce n'est pas au niveau du le grand problème. Et donc, c'est souvent le cas quand je parle aux médias qu'il y a un nouveau rapport au sujet de sciences du climat. Et il y a la question de l'univers, c'est vraiment c'est un niveau de est-ce que c'est encore un problème, les changements climatiques. C'est comme il y a une surprise que le niveau de température du monde, ça continue à augmenter. Le CO2 dans l'atmosphère, ça continue à augmenter. Donc, c'est quand donc ce sont ces données-là, c'est ce qu'on approche rapidement le 1,3 degré de réchauffement. Les émissions de CO2 dans le monde aux années 2021, ils sont montés au niveau le plus haut dans l'histoire. Et donc, les grandes données sont vraiment, vraiment claires et vraiment importantes. Et on oublie, je pense, dans le grand public, quelquefois qu'il y a des choses avec ce problème qui ne sont pas incertaines, qu'on comprend vraiment bien. Il y a une manque d'action en réponse de ces données. Mais ce n'est pas un manque d'information vraiment, c'est un manque d'urgence ou d'effort vraiment. À mon avis, ça a l'air que le monde n'essaie pas vraiment trop fort à vraiment solving the problem. On fait des petits efforts partout, mais vraiment, c'est moins important que les autres défis dans le monde. Et c'est ça le problème, je pense. OK. Annie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ben moi, dans le fond, la personne demande des exemples. Moi, je le fais beaucoup à travers, évidemment, mon enseignement. On enseigne aux nouvelles générations d'ingénieurs qui vont avoir, de par leur profession, beaucoup d'impact, de concevoir des projets qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc, en fait, c'est le cœur de mon enseignement, mais aussi beaucoup des séminaires, des panels comme ce que vous avez organisé aujourd'hui, des interventions dans les médias. C'est sûr que c'est des sujets d'actualité, donc on nous demande souvent de vulgariser des sujets, puis aussi ma présence souvent dans des conférences spécialisées qui s'adressent aussi à d'autres chercheurs, mais dans tout plein de secteurs, parce qu'évidemment, ça touche tout le monde dans tous les secteurs. Donc, moi, par tous ces mécanismes-là que j'arrive à communiquer un petit peu ces questions-là à différents publics. Et à votre niveau, Charles Seguin? Non, OK. Je vais vouloir peut-être... Il y avait 2 personnes dans la salle. Oui. Oui, en fait, je me demandais ce que vous pensiez du problème de solutionnisme auquel on est confronté en ce moment. Quand je parle de solutionnisme, je parle d'appliquer une solution à un problème, une donnée du problème, sans prendre compte de la complexité du problème. On parle beaucoup de systémique et de complexité en ce moment. Puis on voit souvent des solutions émerger qui prennent en considération un ensemble fermé de paramètres, puis duquel on peut être prisonnier. L'auto électrique est un bel exemple de ça. L'auto électrique n'est pas une solution au problème général d'utilisation des ressources et de l'énergie fossile, entre autres. Et donc, il y en a un paquet comme ça. Je me demandais ce que vous pensiez de du problème de solutionnisme qu'on vit en ce moment. Je vais y aller. Puis, moi, je veux pas être décourageante, mais j'ai été, au courant des derniers mois, c'est sûr que, bon, j'ai lu énormément, puis le changement climatique, it's a wicked problem. Fait que c'est un problème pernicieux qui appelle en français. Et le constat du problème pernicieux, c'est que ce qui est la bonne solution maintenant ne le sera plus dans 5-10 ans. Fait que tu es toujours en train de devoir faire des nouvelles analyses de cycle de vie puis te réadapter parce que tu ne vois jamais les effets rebonds. On les voit tout le temps de façon, après, a posteriori. Fait que
Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est Ben ça. moi, c'est le cœur carrément de ma recherche, justement, d'avoir le niveau dépendamment de l'échelle à laquelle on se pose la question, de tenter de rassembler les modèles puis les experts des différentes thématiques qui sont nécessaires pour comprendre la problématique d'un point de vue systémique. J'ai donné effectivement l'exemple de la voiture électrique ou à essence. C'est clair que d'un point de vue politique, d'un point de vue on doit regarder la problématique dans son ensemble, donc l'utilisation de l'énergie. Je le vois aussi, par exemple, je travaille beaucoup avec la foresterie. Donc, tout le monde voit la forêt comme étant une solution miracle, mais personne ne la regarde du point de vue « voici mon territoire, voici ma forêt ». Premièrement, c'est une ressource que je ne peux pas exploiter à plus que X tonnes de bois par année parce que sinon, je déforeste. Donc une quantité limitée. Il y a plein de pistes d'utilisation et chacun, effectivement, a tendance à regarder sa solution dans son coin. Mais évidemment, il faut combiner tout ça ensemble pour voir au total, avec la ressource, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est clair que c'est super important. Puis peut-être juste donner une perspective complémentaire, c'est... peut-être qu'il y a un danger dans certains cas de vision en tunnel, mais il y a aussi une importance de hiérarchiser les enjeux. Donc, peut-être un peu l'inverse de ce que vous suggérez, c'est-à-dire dans certaines situations, lutter contre les changements climatiques, ça va exacerber des problèmes dans d'autres dimensions, mais peut-être que c'est un compromis qui est nécessaire. C'est vrai. OK, on voudrait mettre fin, mais je vois une dernière main qui... OK, on donne... Oh. La dernière question. C'est la dernière. Il y a deux mains. Merci à toutes et tous les panélistes pour la présentation. Deux questions un petit peu complexes. Premièrement, à quel point au Québec, pour la réalisation des ODD, on n'est pas en otage de notre gouvernement fédéral quand on se fait promettre, par exemple, des projets comme Baie du Nord qui vont être carboneutres alors qu'on peut se permettre d'en douter. Puis on voit que des projets comme ça sont acceptés malgré la contestation publique. Première question. Et ensuite, je pense qu'il faut dévier un petit peu l'attention de mettre le blâme sur le consommateur, sur monsieur, madame, tout le monde qui consomme des produits dans le sens où je vais donner un exemple très concret. Si moi, on a tous un téléphone intelligent ici. Si moi, je voulais un téléphone intelligent carboneutre demain, là, je ne pourrais pas en avoir un parce qu'on n'a pas le choix sur comment les produits qu'on consomme, ils sont produits. Puis en général, la plupart des produits sont à base de pétrole. Donc, dans un système comme ça, où est-ce que les entrepreneurs qui bénéficient de ce revenu du pétrole n'ont pas vraiment intérêt à changer leur activité de fond parce qu'elle est très lucrative. Comment on travaille avec ce genre de décideurs, pas uniquement les gouvernements, mais on parle ici des minières, des pétrolières, pour essayer de changer la direction de notre économie? Parfait. C'est mes deux questions. Merci. Okay. Avant de répondre, vous avez levé la main. Dernière question au groupe, tout simplement. Est-ce que vous avez eu de la recherche que vous avez faite, vous autres, même personnellement ou autrement, sur ce qu'on appelle la croissance économique ciblée? Autrement dit, s'il y a de la croissance économique, on s'en va dans telle direction et non pas dans telle autre. C'est pourtant très simple. Mais pourtant, on peut se poser la question, est-ce que ça se fait? Alors, c'est tout. Je vais y aller plus un petit peu sur la première question. Pour la deuxième, je n'ai pas nécessairement de réponse, mais pardon. Ce que je dirais à propos de ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle sur tout en tant que citoyen. Donc, effectivement, il y a des produits sur le marché. Bon. Par contre, on a quand même un pouvoir avec nos choix, donc on peut quand même choisir des choses meilleures que d'autres. On a des pouvoirs sur la façon aussi dont on va, je vais prendre un exemple, on peut prendre la voiture, on peut prendre le vélo, mais par contre, on est garant de si on a les infrastructures
sécuritaire et pratique à vélo aussi. Donc, c'est une roue qui tourne. On a aussi un pouvoir, veut pas, sur les politiques qu'on élit là, lors des élections. On peut faire de la pression populaire. Donc, il y a quand même un certain niveau, mais même si c'est clair que tout n'est pas entre nos mains, puis que parfois, on va faire donc, le choix ne se présente pas. Bon, pour ce qui est d'un projet Baie du Nord carboneutre, un projet de combustible fossile ne peut pas être carboneutre. Je pense qu'on s'entend tous. Je pense que Damon l'a bien mentionné tantôt. Là, donc, mais ça, c'est des questions. C'est sûr qu'au niveau. Je ne vais pas faire de. Séparer le gouvernement fédéral du gouvernement provincial. Chaque gouvernement a ses propres intérêts économiques selon les activités économiques qui ont dans le secteur. Si on avait autant de pétrole qu'en Alberta, je ne pense pas qu'on serait autant anti-exploration du pétrole. Je pense que c'est juste circonstanciel avec les ressources qu'on a. Je pense qu'il faudrait aider peut-être les territoires qui ont beaucoup de pétrole peut-être à faire la transition plutôt qu'à leur taper sur la tête parce qu'évidemment, ils ont beaucoup d'intérêt économique avec ça. Oui, là, on est à la fin. Je vais essayer d'être très rapide. Situation canadienne Baie du Nord, je trouve que c'est un parallèle intéressant. Je dis souvent à mes étudiants, le Canada, c'est le niveau des changements climatiques, c'est comme un microcosme de la planète. Donc, tu sais, c'est un peu, au moins le gouvernement fédéral, on a une part d'influence au Québec sur qui forme le gouvernement, mais tu sais, c'est un peu la même chose. On fait des efforts, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'exploitation gazière pétrolière en Russie, en Arabie Saoudite? Là, on a vraiment peu de choses à dire. Fait que ça, c'est la nature même de pourquoi c'est difficile de lutter contre les changements climatiques. Le rôle du consommateur, ben, effectivement, je ne crois pas que c'est la faute du consommateur. Puis je pense que justement, les outils de tarification, ça amène des incitatifs pour les entreprises à développer des produits, tuer des filières, changer de filière, mais il faut que ça soit bien fait parce qu'il y a la possibilité de manipuler ces règles-là, de se faire passer pour vert quand on n'est pas vert. Donc, évidemment, il faut aller dans les détails puis voir si ces choses-là sont sérieuses, sont bien mises en place, puis sont respectées. Puis ça mène à la question de la croissance économique ciblée. Dans un idéal, oui, mais dans la pratique, c'est qui est capable de faire ce bonne cible-là. Puis l'anecdote amusante que j'ai entendue récemment, c'est peut-être un exemple de cette croissance économique ciblée, c'est le Inflation Reduction Act aux États-Unis qui tente de faire des choses dans cette direction-là. Puis en général, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que les économistes n'étaient pas très enthousiastes sur les impacts économiques de ce plan-là, mais plus sur les impacts climatiques. Les climatologues n'étaient pas très enthousiastes aux impacts climatiques, mais plus sur les impacts économiques. Fait que ceux qui savent de quoi ils parlent ne sont pas enthousiastes sur les deux impacts de ce projet. Parfait. OK, il n'y a pas d'autres ajouts? Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, nous venons d'avoir un débat très enrichissant. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées. Il y a de nouvelles connaissances également. Je crois que c'est vraiment... nous avons eu de bons panélistes qui ont eu de belles expériences dans leur monde où ils évoluent. C'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. Et je profite de cette occasion pour vous complimenter et pour vos actions, pour vos interventions et pour l'ensemble des questions auxquelles vous venez de répondre. Et vous avez vraiment bien répondu et moi, je suis personnellement satisfait. Il me reste à vous remercier et je vous souhaite bonne continuation. Je vais céder la place à Riyad qui va faire une petite synthèse puis Valentina va donner les mots de la fin, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Talo. Je vais m'occuper aussi des mots de la fin. Merci beaucoup. Mais merci à tout le monde. En tout cas, je voulais vraiment remercier les panélistes. Je voulais remercier tous les participants, que ce soit ici ou en ligne. C'était vraiment intéressant. Moi, je retiens différents points. Notamment, on a parlé des indicateurs, des mesures. C'est sûr qu'il y a encore des choses à faire par rapport à leur fiabilité, par rapport à leur accessibilité, par rapport aux données qu'on peut aller chercher. Mais comme l'a dit Damon tout à l'heure, finalement, on a les certitudes suffisantes aujourd'hui, de toutes les façons, que l'action est nécessaire, que réellement, en fait, on n'a pas besoin d'attendre plus pour ça. Peut-être que c'est une question de volonté, notamment de volonté d'action, en fait, d'être convaincu, comme disait aussi Annie, et ça vient peut-être avec les changements de comportement. Donc, très impatient de connaître les prochains travaux de 1.5. En tout cas, merci à tous, merci à ceux qui étaient en ligne, merci à vous, panélistes, et je clôture cet événement. Bonne soirée.